Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Clin d'œil à l'actualité internationale. Au Sénégal, 5 anciens ministres soupçonnés de détournement de fonds et de corruption seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. Une procédure plutôt rare dans le pays. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Et plus loin, en République démocratique du Congo, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'est vu déchoir son immunité. Il fera peut-être lui aussi face à la justice très bientôt. On évoque la question avec nous sur ce plateau. Morgane Assogwa, mettons dit, les consultants en géopolitique. Bonjour et bienvenue Morgane. Bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est un plaisir et je vais très bien. Un plaisir également de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Alors, on s'intéresse d'abord et avant tout au Sénégal. C'est vrai, ils l'ont promis avant de venir, le duo qui dirige aujourd'hui le pays, M. Diomaye Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, tout-puissant Premier ministre. Est-ce que vous êtes surpris donc, de ces dossiers qui sont en train d'être ressuscités au Sénégal? Alors, surpris des dossiers, pas vraiment, mais de la façon dont le système est en train de s'y prendre avec rigueur et sérieux, c'est assez évident. Pourquoi pas surpris? Parce que la plupart de ces dossiers sont fondés sur des rapports qui datent de 2021. Donc ce ne sont pas des rapports qui sont forcément relatifs à l'époque du président Diomaye Faye et de son premier ministre Sonko. Ce sont des rapports qui ont été demandés par les bailleurs de fonds, ceux qui ont financé la gestion des fonds Covid, et bien d'autres rapports qui existaient déjà et qui n'attendaient qu'à être remis à l'appareil judiciaire. Et donc, ils sont arrivés avec leurs promesses déjà de campagne et leur détermination par rapport à cet assainissement de la gestion de la chose publique, ont décidé de transmettre maintenant ces dossiers à la justice qui a commencé à faire son travail. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, mais le sérieux avec lequel cela est fait et les sommes évoquées en matière de détournement ou de mauvaise gestion semblent être vraiment assez alarmants pour inquiéter, même susciter davantage l'intérêt des populations. Alors, y voyez-vous un renforcement de l'état de droit ou simplement des signes d'une épuration politique déguisée? Vous savez, que l'on pense à une épuration ou à un renforcement du système, cela dépend de l'angle d'observation. D'un point de vue assez objectif, on ne peut pas parler d'épuration parce qu'il y a quand même des faits qui, a priori, nécessitent l'intervention de l'appareil judiciaire pour encourager la bonne gestion de la chose publique. Et donc, on ne saurait parler d'épuration. On peut se permettre d'avoir ces idées d'épuration si on se sent visé et si on estime que, probablement, avec tout un assemblée ou un assemblage de précédents, le manque de sérieux peut-être qui existait jadis dans la capacité à poursuivre des acteurs de premier plan et à démanteler tout un système qui pourrait remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État existait. Donc dans cette mesure, certaines personnes peuvent faire allusion à une épuration, mais de façon purement objective, on a des faits qui nécessitent l'intervention de l'appareil judiciaire et donc c'est tout à fait compréhensible qu'on en soit là. Mais pour vous personnellement, ces actions répondent-elles réellement à une volonté de justice ou visent-elles à répondre ou à satisfaire une opinion publique en quête de symboles de rupture? Il faut dire que c'est assez difficile de répondre à cette question d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue d'analyste géopolitique, en tenant compte des faits, je pense qu'il peut y avoir des deux, surtout lorsqu'on regarde la problématique posée par l'ensemble de ces détournements. C'est très important de faire des exemples pour éviter qu'on assiste à ce genre de situation. Mais quand on regarde aussi le rapport qui a existé entre ceux qui sont aujourd'hui dans la gestion de la chose publique et ceux qui étaient hier à ces mêmes postes, on se rend compte qu'eux-mêmes
ont été suffisamment victimes d'un ensemble de situations judiciaires qui pourraient être considérées comme fondées ou non fondées. Et donc, à leur tour, au niveau de la gestion de la chose publique, pourraient ne pas ménager d'efforts dans la nécessité de rendre justice et cela pourrait prêter à confusion. Donc il y a un ensemble des deux ou un tout petit peu des deux, mais de façon assez objective, on sait qu'il y a des faits qui nécessitent l'intervention d'un appareil judiciaire. Alors, on sait que la Haute Cour de justice, la création de cette juridiction-là est tout à fait récente. Et donc, beaucoup s'interrogent sur sa configuration, puisque ça n'a pas un second degré de jugement. Lorsque le verdict est rendu, c'est que c'est rendu. Vous ne pouvez pas faire appel. Dès lors, on s'inquiète on va dire, de la partialité ou de l'impartialité de cette justice-là. L'inquiétude est aussi compréhensible, mais il faut rappeler que ce dispositif n'est pas récent dans l'esprit judiciaire du pays. C'est la capacité de ce dispositif qui, naturellement, existait dans le dispositif de justice, à se retrouver aujourd'hui, à être sollicité, qui semble être nouveau. Et l'inquiétude par rapport à l'impartialité des acteurs peut se comprendre, mais d'un point de vue encore, je dis bien, objectif et légal, on ne devrait pas s'inquiéter puisque la plupart des acteurs de cette cour assez spéciale sont des personnes qui passent au peigne fin, que ce soit au niveau des institutions ou même au niveau de leur désignation. Donc je pense si on se fie à l'appareil judiciaire du Sénégal et à la capacité des acteurs, surtout qu'on connaît à tout ce qui est dispositif institutionnel au Sénégal, à pouvoir faire la part des choses, il n'y a pas d'inquiétude. Mais quand même, ça interpelle quand il n'y a pas double degré de juridiction. Oui, d'un point de vue, je dis encore, objectif, on peut faire allusion à cela, mais ici c'est un cas spécial et je pense que les penseurs de cette institution savent pourquoi ils ont pensé ainsi, parce que la double juridiction à ce niveau de responsabilité pourrait poser des problématiques qu'on ne saurait cerner. Et quand je parle de problématiques, on fait allusion déjà à la capacité à avoir des preuves. Et on sait comment ça se fait dans le système judiciaire. On a toujours droit à une contre-expertise a priori. Et je pense qu'il y a des dispositions qui sont nécessairement prises pour que tous les paramètres, que ce soit dans la durée et dans l'appréciation des différentes preuves et faits, que tout le soin soit pris pour qu'on se retrouve à ne pas avoir besoin d'avoir une double juridiction. Certes, le principe de double juridiction vient quand même apporter un élément pertinent dans la capacité d'établissement de la vérité, mais si des dispositions sont prises, et je suis convaincu que c'est le cas, par tous les experts en matière de droit et de procédure judiciaire, pour que les effets souhaités ou les inquiétudes auxquelles viennent pallier ce principe de double juridiction soient remplis pendant toute la procédure, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir. Mais ce faisant, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye ne risque-t-il pas de s'aliéner une bonne partie de l'élite administrative du pays? Vous savez, c'est tout à fait compréhensible en matière de gestion de la chose publique que vous commencez avec un capital d'empathie ou bien d'admiration et que la plupart du temps vous terminez avec parfois un taux assez réduit. De façon objective, encore une fois de plus, il est clair que cette administration va perdre sa cote de popularité. Et cela a même déjà commencé lorsqu'on regarde le rapport avec l'appareil, le dispositif des journalistes. On a vu des journalistes critiquer la gestion. Mais quand on se lance aussi dans une sorte d'épuration, d'assainissement de la gestion de la chose publique, c'est tout à fait logique qu'on se retrouve à faire face à un manque d'empathie par rapport à un certain nombre d'acteurs. Et rappelons ici qu'ils s'en vont s'attaquer au plus haut niveau de l'appareil de la gestion de la chose publique, ce qui est assez difficile à faire dans la pratique. On va suivre de très près cette actualité au Sénégal et on reviendra aux besoins pour d'autres plateaux. Morgan Assowa Mentondi. On en vient à présent à la République démocratique du Congo avec Joseph Kabila.
ancien président de la République qui a quitté le pouvoir avec un titre de sénateur à vie. Il s'est vu déchoir donc son immunité pour probablement faire face à la justice parce qu'il est soupçonné, donc il est accusé, on va le dire ainsi, de soutenir les rebelles du M23. Oui, c'est une situation qui est un plus pour tout ce qui va dans le sens de la manifestation de la vérité, de l'établissement des responsabilités, de la capacité à sanctionner tout individu, même s'il a un passé assez important dans la gestion de l'État. Mais c'est aussi assez inquiétant parce qu'on se souvient du fait que ce même ancien président avait été quand même soupçonné d'avoir été impliqué dans des situations de malversation avec une enquête même d'une structure non étatique qui a quand même mis sur la place publique son implication par rapport à ces questions de mauvaise gestion des finances du pays. Mais on n'a pas vu la dynamique de vouloir avoir la manifestation de la vérité au point de faire sauter son immunité. Mais aujourd'hui, pour une question qui est assez importante et qui relève non seulement de toutes les gestions qu'on aurait pu avoir de l'appareil étatique de la RDC, on lève son immunité. Parce que quand vous regardez la question avec l'instabilité politique, le M23 et tout ce qui va avec, cela ne date pas de l'époque Kabila. Ça remonte à plus loin et il y a plusieurs acteurs qui pourraient être invités à se prononcer sur cette question. Donc je pense que là, oui, il y a un intérêt assez particulier pour la manifestation de la justice, mais il y a suffisamment d'aspects sur lesquels on pourrait revenir. Joseph Kabila est déchu de son immunité, il va être jugé. Concrètement, qu'est-ce que cela implique et quels peuvent être les scénarios possibles? Alors, cela, déjà tout de suite, nous amène à appréhender un peu plus le capital influence de l'homme en question. Et c'est plus ou moins le danger. C'est vrai qu'il n'est plus à la tête de l'appareil de la public, mais il a un capital politique qui fait qu'on accorde aux personnes de son rang cette sorte de je vais dire d'immunité qui permet quand même de calmer les personnes qui le soutiendraient. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que il y a eu des deals pour qu'il laisse passer tout le processus et qu'il accompagne le processus. Donc, le premier élément, c'est qu'on s'expose à une revitalisation de son capital politique qui pourrait contribuer à d'éventuelles instabilités politiques. De l'autre côté, c'est qu'on en arrive effectivement à l'avoir devant les juridictions. Ce serait une première pour la RDC et ce serait aussi un exemple de la capacité des juridictions internes dans les pays africains à pouvoir amener d'anciens chefs d'État, de cadres de haut niveau, un peu comme au Sénégal, devant la justice pour le bien-être des populations. Donc on aurait cet état des choses, on aura des avocats qui viendront d'un peu partout selon leur expertise pour défendre. Est-ce que déjà Joseph Kabila va se rendre en République démocratique du Congo? Il n'est pas sur le territoire. Il a fait une allocution sur les réseaux sociaux de près de 40 minutes, de plus de 40 minutes, 45 pour être plus précis, où il a porté un discours à charge contre l'actuel président Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'il compte se rendre en République démocratique du Congo? Ce serait difficile à dire, mais je sais qu'il n'a pas peur de se rendre en République démocratique du Congo. Je le dis encore, surtout à cause de son capital politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est inquiété forcément par ce qui est en train d'être dit et encore moins inquiété forcément par la justice de la RDC. Tout ce que je peux dire avec conviction, c'est que cette situation ne vient pas forcément renforcer le processus
de paix enclenchés pour résoudre cette problématique. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ancien président Kabila reste une pièce assez importante dans la stabilité même de la RDC. On sait que pendant tout son leadership, on n'a pas assisté à un regain de force aussi impressionnant que celui qu'on a avec le M23. Et on sait qu'il y a un processus de paix qui est enclenché entre le Rwanda et la RDC. Maintenant, est-ce que cette situation ne va pas troubler ce processus? Parce qu'on estime quand même qu'entre acteurs étatiques, que ce soit d'actualité ou du passé, il y a quand même une sorte de relation qui permet de maintenir un certain calme. Donc c'est cette sérénité de la question qui aujourd'hui est assez inquiétante et il serait très important pour les acteurs de tenir compte de cela, même dans la gestion de l'initiative judiciaire qui veut se poser. Parce qu'il faut rappeler quand même que même si on se retrouve dans un cadre judiciaire, parfois l'aspect politique et les questions relatives à cet aspect peuvent prendre le dessus. Alors, il y a certains, si vous permettez Marcel, il y a certains analystes politiques et d'autres professionnels du droit qui estiment que la mesure visée contre Joseph Kabila devrait faire l'objet d'un vote par le Parlement qui devrait être adopté à la majorité des 2/3 pour que cela soit validé. Alors qu'en RDC, on a suivi donc les recommandations d'une commission spéciale qui a travaillé et qui a estimé que les faits reprochés à Joseph Kabila ne relèvent pas de son titre d'ancien président, mais de celui de sénateur à vie. C'est pourquoi on a fait passer le vote par le Sénat. Est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de manipuler un peu les tests? C'est une façon de voir qu'on peut admettre, mais il faut quand même rappeler ici que ces analyses viennent encore renforcer la pertinence de l'aspect politique de la question. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de justice, mais c'est une question hautement politique parce que les faits qui sont reprochés aussi relèvent de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique de la RDC. Donc, ceux qui font cette analyse sont certainement en train d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a une sorte de passage nécessaire pour que la question ait toute sa légitimité, pour ne pas parler de sa légalité, puisqu'en matière de justice, c'est assez compréhensible, tout est en ordre. Mais en matière de légitimité, il faudrait qu'il y ait la prononciation, que certains acteurs politiques se prononcent, d'où la nécessité peut-être de passer cette question au niveau des différentes institutions parlementaires. Et cette décision ne risque-t-elle pas de fragiliser davantage ou d'exacerber davantage les tensions dans un pays déjà fragilisé politiquement et militairement? Oui, et votre question vient renforcer ce que je disais tout à l'heure par rapport à la délicatesse politique de cette option juridique. Et c'est là aussi ce qui attire l'attention ou ce qui appelle la nécessité de faire preuve, je ne vais pas parler de sagesse, mais de contextualisation par rapport souvent aux questions juridiques et politiques. C'est vrai qu'on estime que ça doit être totalement séparé l'un de l'autre, mais quand l'acteur ou le sujet d'une question juridique est un acteur politique majeur, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse à cause de son capital politique, de sa capacité à influencer la paix, la sécurité et la stabilité dans une société. Morgane Assoukwa, merci. C'est un plaisir. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous éclairer sur ces deux sujets majeurs donc, de l'actualité africaine. Nous passons une excellente journée du lundi et à très bientôt.